Bienvenue dans Passerelle, un podcast pensé pour éveiller la curiosité des apprenantes et des apprenants de français. Je m'appelle Émilie et cette semaine, on va parler de littérature et d'intelligence artificielle. Si je me trompe pas, je crois que c'est la première fois qu'on aborde le sujet de l'IA dans ce podcast. Ça fait longtemps que je tourne autour du sujet de l'intelligence artificielle, mais je savais jamais sous quel angle l'aborder. Alors, pour trouver un peu d'inspiration, j'ai ouvert ChatGPT et je peux même pas dire cette phrase sérieusement. Je n'ai pas ouvert ChatGPT. Par contre, je me suis souvenu que, il y a quelques mois, j'ai ouvert ma boîte aux lettres et j'y ai trouvé le dernier numéro d'un journal auquel je suis abonnée, le 1 des libraires. Je vous décris la une en quelques mots. On voit un robot en train de lire un livre. Sur la couverture de ce livre, il y a une série de chiffres, des 0 et des 1. Et juste au-dessus de ce robot, il y a une phrase. Les imaginaires face à l'IA. En ce mois de juillet, j'avais envie d'explorer à nouveau avec vous un de mes sujets favoris, la lecture. Ensemble, on va réfléchir à comment l'intelligence artificielle transforme le monde du livre. Est-ce que bientôt on sera condamné à ne lire que des textes écrits par des machines? Ou au contraire, est-ce qu'il faut accueillir avec joie ces fictions nouvelles qui transforment les chiffres en lettres? Ce sont quelques exemples des questions posées dans le numéro du 1 des libraires qui m'a inspirée aujourd'hui. Dans cet épisode, on va d'abord parler des livres artificiels et de l'impact de l'IA sur le monde du livre. Ensuite, on va évoquer les différentes façons de lire qui existent, ce qu'on cherche dans un livre. Et pour finir, je vais partager quelques réflexions autour de l'apprentissage. Si l'IA est capable de rédiger, de traduire, de reformuler presque tout, pourquoi c'est important d'apprendre une langue étrangère ? Avant de continuer, une information importante. La transcription de cet épisode est disponible gratuitement. Vous pourrez y accéder en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Et une autre petite parenthèse. Si j'ai eu envie de vous parler de littérature aujourd'hui, c'est parce que tout l'été, je partage des recommandations de lecture dans le Papote Club. Ça fait un moment que j'ai pas mentionné le Papote Club, mais cet espace continue d'exister. Et tous les mois, j'y publie des épisodes bonus, des petites cartes postales sonores qui accompagnent les épisodes de Passerelle. Le Papote Club, je vous en ai moins parlé parce que je voulais mettre en avant un autre projet, les courriers du Baume au cœur. Mon projet de courrier papier, où je vous envoie une lettre par la poste. Une lettre que j'ai écrite. Et le hasard fait bien les choses parce que cette semaine, j'ai trouvé une carte dans ma boîte aux lettres. Une carte qui vient du Canada. Une carte qui a été envoyée par une humaine qui partage mon goût pour la curiosité et qui a participé au projet des courriers. Et c'est drôle parce que elle me demande justement quel livre je suis en train de lire en ce moment. Bref, je referme la parenthèse et je vous encourage à aller voir la description de cet épisode pour en savoir plus sur le Papote Club et sur les courriers du Baume au cœur.
Pour commencer, on va donc parler des livres artificiels et de l'impact de l'IA sur le monde du livre. Est-ce que vous lisez déjà des livres artificiels? C'est la question qui est posée dans l'enquête que j'ai lue pour préparer cet épisode. Ça fait quelques années maintenant que différents modèles d'IA générative, je pense par exemple à ChatGPT, à Claude ou à Gemini. En ce moment, quand je vais sur YouTube, je crois qu'il n'y a pas un jour qui passe sans que je vois une publicité qui m'encourage à utiliser Gemini, cet assistant IA développé par Google. Ça fait quelques années que tous ces modèles, ils sont de plus en plus présents dans notre quotidien. Dans l'enquête, on peut lire que près de la moitié des Français auraient intégré l'IA dans leur pratique et que 12% l'utiliseraient régulièrement au travail. Alors, c'est pas étonnant que cette question de l'utilisation de l'IA, elle se pose aussi dans le monde du livre. C'est déjà une réalité, même si ça reste assez rare, j'ai l'impression que les auteurs et les autrices avouent avoir recours à l'IA. Ça soulève évidemment plein de questions autour de cet outil qu'est l'IA, autour des notions d'auteur, de source, d'originalité et de voix. Certains écrivains font appel à l'IA de manière ponctuelle, comme outil de documentation, pour structurer un plan, pour faire avancer des points du récit. Mais les auteurs, comme les éditeurs, ils restent en général plutôt réticents à l'idée d'adopter l'IA pour la partie création. Si on interroge les maisons d'édition, elles disent que ça reste encore assez rare qu'elles reçoivent des manuscrits qui sont clairement générés par une IA. Pour reprendre les mots de Nathalie Sbero, de la PDG, la présidente directrice générale des éditions de l'Olivier, l'IA reste un outil mathématique qui peut très bien imiter tel ou tel style. Or, ce qui nous intéresse, c'est justement la marge d'erreur, l'imprévisible, l'accident, bref, l'humain. L'IA ne risque pas de remplacer purement et simplement la création, mais elle va certainement creuser un fossé qui existe déjà entre une littérature préfabriquée, entre guillemets, et une littérature d'auteur. Imaginons un instant à quoi ressemblerait le monde des livres si tout le monde, justement, si tout le monde utilisait l'IA. On peut avoir un petit aperçu de ce scénario en observant la plateforme Kindle Direct Production. C'est un service d'auto-édition de livres créé par Amazon. Une chercheuse qui s'appelle Stéphanie Parmentier, cette chercheuse, elle a analysé le fonctionnement de cette plateforme. Si le sujet vous intéresse, elle a publié un essai intitulé « Quand l'IA tue la littérature ». Et elle nous explique que sur cette plateforme d'auto-édition, il n'y a pas d'éditeur, ni de correcteur, ni de graphiste. Mais ce qu'on y trouve, ce sont des outils d'IA, des outils qui nous sont proposés à tous les stades, de la correction à la couverture du livre. L'objectif est clair, c'est de pouvoir sortir un livre papier, numérique ou audio, en 3 jours. L'accent, il est mis sur la performance et la vitesse, et pas sur la qualité. Le principe de l'auto-édition, il a sa place pour encourager des personnes qui n'oseraient pas se lancer dans l'écriture autrement. Mais une plateforme comme ça, étant donné le modèle économique sur lequel elle repose, ce qu'elle encourage surtout, c'est la production de faux livres qui vont venir
inonder le marché et noyer les vrais livres, pour dire les choses simplement. Ce qui doit nous interpeller, ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que les principales IA sont produites par un petit nombre d'entreprises et que le but de ces entreprises, c'est de générer une réponse universelle. Et comme le souligne Stéphanie Parmentier, la chercheuse dont je vous parlais un peu plus tôt, si on ne fait pas attention avec ces outils, on pourrait se retrouver avec une littérature consensuelle, faite pour mettre tout le monde d'accord. Une littérature qui ne prend aucun risque. Une littérature sans aspérité, qui ne prend pas position. Et qu'est-ce qui fait notre humanité, notre richesse, si c'est pas notre pluralité? La pluralité de nos opinions, de nos visions du monde. Une problématique qui revient très souvent dans les conversations, dans les débats que j'écoute ici, en France, c'est la question du droit d'auteur. Les IA comme ChatGPT, on sait toutes et tous comment ça fonctionne, plus ou moins. Les opérateurs de ces outils, les personnes qui les développent, les entreprises qui sont derrière ces IA, elles viennent injecter dans la machine des informations, des bases de données. Et dans ces bases de données, on retrouve quantité d'œuvres littéraires qui ont été assimilées, la plupart du temps sans aucune autorisation préalable. Si les IA n'avaient pas été nourries par tout le patrimoine littéraire mondial, elles seraient pas capables d'écrire une pièce de théâtre dans le style de Molière ou un roman dans le style de Leila Slimani, pour citer une autrice contemporaine. Il y a un passage de l'enquête du Un des libraires qui m'a marqué et qui illustre bien cette idée. Les entreprises comme Meta, elles prétendent qu'une œuvre littéraire est une base de données comme une autre. Elles font semblant d'ignorer qu'un livre n'est pas une simple accumulation de contenu. C'est le résultat d'une créativité très spécifique qui la rend inestimable, y compris pour les opérateurs d'IA. Dans cette histoire, au milieu de tous ces changements qu'on observe dans le monde du livre, comment réagissent les lecteurs et les lectrices? Comment vous réagiriez si vous lisiez un livre et que vous appreniez qu'il a été écrit par une intelligence artificielle? Personnellement, je me sentirais un peu trahie si on me mentait en essayant de faire passer un livre artificiel pour une création humaine. Mais il faudrait pas non plus tomber dans la méfiance généralisée. La conclusion de l'enquête du Un des libraires nous invite à ne pas basculer dans une situation de paranoïa littéraire, où un auteur un peu maladroit devrait prouver son humanité en nous montrant ses brouillons et ses ratures. Ça irait contre le pacte de confiance qui unit l'auteur et ses lecteurs. Pour moi, le problème principal quand on s'intéresse à cette question des livres artificiels, quand on s'intéresse aux liens entre l'IA et nos imaginaires, le problème principal, c'est que, en tant que lectrice, je veux pas lire quelque chose qui provient d'un ordinateur. Les livres, ils sont, je crois, un moyen d'entrer en contact avec les autres, de créer du lien avec les autres. Grâce à la lecture, on peut se plonger dans la vision du monde d'un auteur ou d'une autrice. On peut voir en quoi son expérience rejoint la nôtre. Il y a une sorte d'humanité partagée dans la lecture de fiction. Un sentiment de comprendre et d'être compris à son tour.
Je sais pas si vous partagez cette vision peut-être un peu romantique de la lecture, mais, mais je pense que c'est en grande partie pour ça qu'on lit, pour cette humanité partagée. Et ça marche pas. C'est pas la même expérience. C'est difficile, je trouve, d'éprouver ce sentiment qui est si particulier à la lecture quand on sait qu'il n'y a pas d'être humain derrière les mots. Dans un deuxième temps, on va évoquer les différentes façons de lire qui existent. Quand je me lance dans la création d'un nouvel épisode du podcast, j'ai souvent le sentiment que moi, Émilie, j'ai rien d'intéressant à raconter sur le sujet. Bon, j'ai peut-être un petit problème de confiance en moi, mais ça, c'est un autre sujet. L'inspiration, je la trouve toujours dans la lecture, dans les mots d'autres êtres humains qui m'aident à mettre des mots sur mes pensées. Quand je parle des différentes façons de lire, je pense pas à la question des livres papier, des livres numériques ou encore des livres audio. Je pense à ce qu'on vient chercher dans les livres. Les mots justes, je les ai trouvés dans la bande dessinée d'une illustratrice. La BD est en anglais, mais je mettrai quand même le lien dans la description de cet épisode. Cette illustratrice, elle raconte qu'elle a deux façons de lire un roman. D'un côté, on lit pour partir à la recherche de soi. Elle écrit que dans les livres, elle trouve parfois des descriptions d'une précision troublante de choses qu'elle n'a jamais su exprimer avec des mots. Des descriptions de sentiments, de pensées, de l'odeur du vent la nuit, l'été. C'est comme si le livre voyait qui nous sommes au plus profond de notre être, comme si l'auteur ou l'autrice nous connaissait intimement. D'un côté, on lit pour partir à la recherche de soi, et de l'autre, on lit pour s'oublier, pour disparaître dans un univers à l'opposé de qui on est. On s'imagine devenir un personnage dans cette histoire. Et l'espace de quelques heures, on échappe à la réalité. Une autre source d'inspiration pour moi, ce sont les podcasts que j'écoute, évidemment. Dans un podcast, j'ai entendu une citation que j'ai envie de partager avec vous. Une citation de l'écrivain et scénariste Graham Greene. Parfois, je me demande comment ceux qui n'écrivent pas, ne composent pas ou ne peignent pas, parviennent à échapper à la folie inhérente à la condition humaine. Cette citation, elle m'a marquée pour ce qu'elle raconte de ce que l'écriture, de ce que l'art nous apporte. Parmi tous les livres que vous avez lus, j'imagine qu'il y en a quelques-uns qui ont transformé votre existence. L'invité de ce podcast, c'est un illustrateur, lui aussi, et il réagit à cette citation en utilisant une image que j'aime beaucoup, tout un vocabulaire autour de l'eau. Pour lui, cette citation est magnifique parce qu'elle dit que si on n'a pas une activité qui transcende nos expériences humaines, une activité qui permet de les transformer de vapeur en matière, ces expériences, elles s'évaporent et il ne nous reste rien à la fin. Le livre, c'est une matière, un objet précieux qu'on peut tenir entre ses mains et qui contient une part de notre humanité, de notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Avec les quelques minutes qui nous restent, je vais partager quelques réflexions autour de l'apprentissage. Si l'IA est capable de rédiger, de traduire, de reformuler presque tout, pourquoi c'est important d'apprendre une langue étrangère ?
Si on apprend à parler une langue, c'est pas juste pour transmettre une information. C'est aussi, et surtout, j'ai envie de dire, pour créer une relation. Quand on apprend une langue, on n'apprend pas simplement à produire une série de mots qui se suivent. On apprend des expressions, des hésitations, des références culturelles. On se familiarise avec des accents. Bref, tout ce qui fait qu'une conversation ressemble à une rencontre, plutôt qu'à un échange de données. Une langue, c'est pas qu'un outil, c'est une porte d'entrée vers une culture. Alors certes, on peut traduire les mots, mais moins facilement ce qu'ils racontent. Les sous-entendus, l'humour, les silences, les expressions ou la façon de penser d'un pays ne s'apprennent pas en cliquant sur le bouton « Traduire » d'une IA. L'intelligence artificielle, elle est sans doute en train de changer beaucoup de choses dans le monde du livre et ailleurs, mais pas notre manière de rencontrer les autres. Et aussi longtemps qu'on continuera à voyager, à se faire des amis, à discuter avec des inconnus ou à s'écrire des lettres, apprendre une langue, ça restera bien plus qu'une compétence. Ce sera une façon d'entrer dans d'autres vies que la nôtre, un peu comme on le fait avec la lecture, finalement. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Cet épisode créé par ma modeste intelligence humaine, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura fait réfléchir à ce que vous cherchez dans un livre. Comme d'habitude, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite, si tout va bien.